Dans le terminal animé de l'aéroport d'Atlanta, Jean Lefebvre, un homme élégant en costume gris, avançait d'un pas assuré, une mallette fédérale à la main. Agent spécial du FBI depuis un quart de siècle, il venait de démanteler un réseau de contrebande d'armes à Miami, une victoire qui résonnait comme une note parfaite dans sa carrière exemplaire. Ce soir-là, il rentrait chez lui, à Atlanta, sa ville d'adoption, avec la satisfaction d'un travail bien fait. Mais ce qui l'attendait dans le terminal C n'était pas un accueil chaleureux, ni même la routine d'un contrôle anodin. Deux officiers de police aéroportuaire, Louis Dupont et Martin Leclerc, allaient le traiter comme un vulgaire criminel sous les yeux d'une foule médusée. Ce n'était pas une simple méprise, c'était une injustice, une blessure à l'honneur d'un homme qui incarnait la dignité à la française. Jean Lefebvre, 48 ans, ajusta sa cravate bleu marine, un geste machinal qui trahissait ses origines lyonnaises. Né dans une famille modeste de la capitale gastronomique de la France, il avait grandi avec des valeurs de droiture et de persévérance, inculquées par un père ouvrier et une mère institutrice. Après des études de droit à la Sorbonne, il avait traversé l'Atlantique, attiré par le défi de servir dans l'une des agences les plus prestigieuses du monde, le FBI. 25 ans plus tard, il était devenu une légende discrète, un homme dont les supérieurs louaient la fiabilité et les jeunes agents admiraient de la sagesse. Ce soir-là, il rentrait d'une mission à Miami où son équipe avait saisi 47 armes illégales et arrêté 12 suspects en 3 mois de surveillance méticuleuse. La directrice régionale, Madame Sophie Garnier, l'avait félicité dans son bureau de Miami, un sourire rare illuminant son visage sévère. « Jean, votre travail est un modèle pour le bureau. Cette affaire sera étudiée à Quantico. » Jean, toujours humble, avait répondu avec un sourire discret, « Je fais juste mon devoir, madame. » Sa mallette, une simple valise noire scellée par un verrou fédéral, contenait des rapports non classifiés et des documents de procédure, rien de spectaculaire, mais essentiel pour la réunion prévue à Atlanta. Le terminal C, baigné dans la lumière froide des néons, était étrangement calme pour une soirée de semaine. Les voyageurs, fatigués, traînaient à leurs valises, et le bourdonnement des annonces résonnait doucement. Jean, habitué à la vigilance, avançait d'un pas mesuré, son costume gris impeccable contrastant avec l'agitation désordonnée autour de lui. Mais cette quiétude fut de courte durée. Louis Dupont, 35 ans, un policier aéroportuaire au regard dur, et Martin Leclerc, 29 ans, un ancien militaire reconverti, patrouillait dans le terminal. Une alerte vague du central avait mentionné un individu suspect en possession de documents, sans description précise. Trop calme ce soir, marmonna Louis, tripotant sa radio. Martin, les yeux plissés, scrutait la foule. Leur attention se posa sur Jean, qui marchait avec une assurance tranquille, sa mallette bien en main. « Regarde ce type. » dit Martin, la voix teintée de suspicion. « Sa mallette. Elle a l'air officiel. » Trop officiel, peut-être. Louis hocha la tête, son instinct de policier prenant le dessus. L'alerte parlait de documents. Ça pourrait être lui. Allons vérifier. Jean s'arrêta près d'une fontaine à eau, posant sa mallette avec soin sur le sol. Il but une gorgée, ses muscles tendus par une journée intense, mais son esprit restait alerte. 25 ans au FBI lui avaient appris à repérer les détails, à sentir les regards qui s'attardaient trop longtemps. Il reprit sa mallette et marcha vers la sortie, consultant un message d'Isabelle, sa femme. « Rentre vite, le dîner t'attend. J'ai préparé un gratin dauphinois, comme à Lyon. » Un sourire fugace traversa son visage, mais il fut interrompu par une voix autoritaire. « Monsieur, un instant. Contrôle de routine. » Jean se retourna, découvrant Louise et Martin, leurs visages fermés. Il adopta un ton courtois, fidèle à l'élégance française qui le définissait. « Bien sûr, messieurs. Comment puis-je vous aider ?» Louis, les bras croisés, lança. « D'où venez-vous ? » De Miami, pour affaires. Je suis Jean Lefebvre, agent spécial du FBI. Jean sortit son badge doré, l'emblème du bureau scintillant sous les néons. Il tendit également sa carte d'identité fédérale, la photo parfaitement alignée avec son visage. Louis examina les documents,
son regard chargé de méfiance. On trouve des faux badges partout sur Internet de nos jours. Qu'y a-t-il dans cette mallette? Jean, imperturbable, répondit, des documents fédéraux, messieurs. Ils sont confidentiels et scellés. Je vous suggère de contacter ma supérieure, Madame Sophie Garnier, au bureau d'Atlanta pour vérification. Martin ricana, un sourire narquois aux lèvres. Pas besoin d'appeler qui que ce soit. Ouvre la mallette, ou on a un problème. À cet instant, Claire Dubois, une journaliste française de 32 ans, correspondante pour Le Figaro, remarqua l'altercation. En transit à Atlanta pour un reportage, elle dégaina son smartphone et commença à filmer discrètement, son instinct de reporter en alerte. Philippe Nguyen, un employé de Delta Airlines d'origine vietnamienne, s'approcha, inquiet. Messieurs, peut-être devriez-vous vérifier son identité avant d'aller plus loin? Suggéra-t-il, sa voix teintée d'une politesse hésitante. Louis le repoussa d'un geste sec. Restez en dehors de ça. C'est une question de sécurité. La situation dégénéra rapidement. Les mains en l'air. Cria Martin, sa main frôlant son arme. Jean, incrédule, fixa les officiers. Messieurs, je suis un agent fédéral. Vous faites une grave erreur. Mais Martin, inflexible, sortit ses menottes. Tournez-vous. La foule autour s'immobilisa, les murmures s'amplifiant. Certains voyageurs dégainèrent en leur téléphone, filmant la scène. Jean leva lentement les mains, sa mallette tombant au sol avec un bruit sourd qui résonna dans le terminal. Je suis Jean Lefebvre, agent spécial du FBI, déclara-t-il d'une voix claire, presque théâtrale, pour que tous l'entendent. Martin, sans hésiter, menotta Jean, les poignets serrés par le métal froid. Claire zooma sur la scène, murmurant dans son micro, un agent du FBI menotté sans raison à l'aéroport d'Atlanta. C'est une injustice flagrante. Philippe protesta, sa voix tremblante d'indignation. Il a montré son badge. Vous ne pouvez pas faire ça. Une femme dans la foule, une enseignante nommée Sarah, cria. C'est une honte. Cet homme n'a rien fait. Claire tweeta un extrait de la vidéo avec le hashtag #Justice pour Jean, qui commença à circuler comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux. Jean, menotté, conserva une dignité remarquable, un trait qu'il attribuait à son éducation lyonnaise, où l'on apprenait à rester maître de soi en toutes circonstances. Appelez le FBI d'Atlanta, je vous en prie, répéta-t-il calmement. Vous commettez une erreur qui peut être évitée. Louis, ignorant ces paroles, ramassa la mallette. On verra ce qu'il y a vraiment là-dedans. Claire s'approcha d'un passager, Thomas, un homme d'affaires en costume froissé. Monsieur, que pensez-vous de ce que vous venez de voir? Demanda-t-elle, tenant son téléphone comme un micro. Thomas, visiblement indigné, répondit. Cet homme est un héros, pas un criminel. Il a montré ses papiers, et il l'ignore. C'est inacceptable. Philippe, toujours à proximité, tenta à nouveau d'intervenir. Messieurs, je travaille pour Delta. Cet homme est un passager régulier, je l'ai déjà vu. Appelez son supérieur, je vous en prie. Mais Martin, agacé, le repoussa. Reculez, ou vous aurez des problèmes vous aussi. À 21h50, la foule grossissait, formant un cercle autour de la scène. Les téléphones enregistraient sous tous les angles, et les murmures devenaient des exclamations. Une adolescente, tenant son téléphone, posta une vidéo sur TikTok avec la légende, un agent du FBI humilié à Atlanta. Où est la justice? Claire, avec son flair de journaliste, interviewa une autre passagère, une avocate nommée Marie Lambert. Ce que je vois est une violation claire des droits, déclara Marie, son ton ferme. Cet homme a présenté des papiers en règle. Je veux parler à votre supérieur. Louis, sous pression, commença à douter,
mais Martin resta inflexible. On suit le protocole, dit-il, bien que son assurance vacillât. Jean, toujours menotté, sentit les regards peser sur lui. 25 ans de service, des médailles, des vies sauvées, et pourtant, il se tenait là, traité comme un suspect de bas étage. Mais il refusa de céder à la colère. « Messieurs, dit-il, sa voix aussi calme qu'un lac de montagne, je comprends que vous faites votre travail, mais je vous ai donné toutes les informations nécessaires. Contactez Madame Garnier, et nous résoudrons cela. » La foule, de plus en plus agitée, commença à scander « Laissez-le partir ». Un homme, un ancien militaire nommé Antoine Berger, s'avança. « Je connais cet homme, dit-il d'une voix forte. C'est Jean Lefebvre, un agent décoré. J'ai travaillé avec lui lors d'une formation conjointe avec la gendarmerie française. Vous faites erreur. » Claire capta ces paroles, son direct sur Instagram atteignant des milliers de spectateurs. Elle tweeta à nouveau, un vétéran confirme. Jean Lefebvre est un héros du FBI. Pourquoi est-il menotté? Les vidéos se propageaient à une vitesse fulgurante, et le hashtag #justice pour Jean grimpait dans les tendances mondiales. Jean, malgré l'humiliation, garda la tête haute. Il pensa à sa famille, Isabelle, sa femme, infirmière dévouée, et leurs enfants, Élise et Lucas, qui l'attendaient à la maison. Il pensa à son serment, prêté il y a 25 ans, de servir et protéger, même face à l'injustice. Cette nuit, il le savait, allait changer sa vie. L'aéroport, ce lieu de passage anonyme, était devenu le théâtre d'une épreuve qu'il n'avait jamais anticipée. Les téléphones continuaient de filmer, et Claire, avec une détermination toute française, s'assura que chaque instant soit capturé. Ce n'est pas seulement l'histoire d'un homme, murmura-t-elle à son micro. C'est l'histoire d'une injustice qui doit être corrigée. À 22h, alors que la tension atteignait son paroxysme, Jean, menotté, se tenait au centre de la foule, un symbole de dignité face à l'ignorance. Il savait que cette épreuve, aussi douloureuse soit-elle, serait le point de départ d'un combat plus grand, un combat pour l'honneur, la justice, et le respect, des valeurs qu'il portait dans son cœur depuis Lyon jusqu'à Atlanta. Alors que les murmures de la foule s'amplifiaient, Jean ferma les yeux un instant, se remémorant les ruelles pavées de Lyon, où il avait appris qu'un homme se définit non par ce qu'il endure, mais par la manière dont il y répond. Il rouvrit les yeux, son regard ferme, prêt à affronter ce qui suivrait. Cette nuit, l'aéroport d'Atlanta n'était plus un simple lieu de transit. C'était le début d'une histoire qui allait résonner bien au-delà des frontières, une histoire d'honneur et de résilience, portée par un homme dont la dignité ne pouvait être brisée, même par des menottes. La vidéo de Claire Dubois, postée sur Twitter, atteignit 1 million de vues en 2 heures, transformant l'humiliation de Jean Lefebvre en un cri d'indignation mondiale. Le hashtag #justice pour Jean, accompagné d'images d'un agent du FBI menotté injustement dans le terminal de l'aéroport d'Atlanta, enflamma les réseaux sociaux, forçant les autorités à réagir. Mais Jean, libéré des menottes, refusa de se complaire dans la colère. Fidèle à l'élégance et à la retenue française, il choisit de transformer cette blessure en un appel à la réforme, incarnant l'idéal de justice et de dignité qui le définissait. Ce n'était pas seulement une quête personnelle, c'était une mission pour changer un système, porté par un homme dont l'honneur, forgé à Lyon, résonnait désormais à travers l'Atlantique. À 22h10, alors que la foule grossissait autour de la scène, Madame Sophie Garnier, superviseure du FBI à Atlanta, fit irruption dans le terminal C, flanquée de 2 agents en costume sombre. Sa présence imposante, mêlée d'une autorité froide, fit taire les murmures. « Que se passe-t-il ici ?» demanda-t-elle, sa voix tranchante comme une lame. Louis Dupont et Martin Leclerc, les 2 officiers responsables de l'arrestation de Jean, se figèrent, pris au dépourvu. Une alerte parlait d'un suspect avec des documents. Balbutia Louis, sa confiance vacillante. Sophie montra son badge, l'emblème du FBI scintillant sous les néons. « Je suis Sophie Garnier, superviseur spécial. Vous avez arrêté l'un de mes meilleurs agents. » Elle s'approcha de Jean, toujours menotté,
ses poignets marqués par le métal. Jean, êtes-vous blessé? Demanda-t-elle, son ton adouci par une inquiétude sincère. Jean, frottant ses poignets, répondit avec un calme olympien. Seulement ma fierté, madame. Rien d'irréparable. Sophie se tourna vers Louise et Martin, son regard glacial les clouant sur place. Retirez ces menottes. Immédiatement. Martin, les mains tremblantes, s'exécuta, le cliquetis du métal résonnant dans le silence tendu du terminal. Sophie sortit un scanner biométrique portable, un appareil compact utilisé pour les vérifications d'identité fédérale. Agent Lefebvre, votre main, s'il vous plaît. Jean posa sa main sur l'appareil, et en quelques secondes, un bip retentit, suivi d'un affichage clair. Jean Lefebvre, agent spécial du FBI, 25 ans de service, affecté au bureau d'Atlanta. La foule murmura, certains applaudissant spontanément. Claire Dubois, la journaliste française qui filmait la scène, zooma sur l'écran du scanner, capturant chaque détail pour son direct sur Instagram, qui atteignait désormais des dizaines de milliers de spectateurs. Elle tweeta, confirmation officielle, Jean Lefebvre est un héros du FBI. Pourquoi a-t-il été menotté? Chaque justice est pour Jean. Sophie, furieuse, s'adressa aux officiers. Vous avez ignoré son badge, son identité, et mon nom, que Jean vous a donné. Pourquoi? Louis, le visage blême, bafouilla. On pensait que c'était peut-être faux. Sophie le coupa, sa voix vibrante d'indignation. Vous avez traité un homme qui a consacré sa vie à protéger ce pays comme un criminel de droit commun. Vous avez humilié un héros devant une foule. Expliquez-vous. Martin, baissant les yeux, murmura, on suivait le protocole. Mais ces paroles sonnaient creux, et la foule, de plus en plus agitée, commença à scander. Honte à vous. Antoine Berger, l'ancien militaire français qui avait reconnu Jean, s'avança à nouveau. Cet homme est un exemple d'honneur. Déclara-t-il, sa voix forte portée par des années de service. J'ai travaillé avec lui lors d'une formation conjointe FBI-Gendarmerie à Paris. Vous avez commis une erreur impardonnable. Marie Lambert, l'avocate présente dans la foule, ajouta son poids à l'accusation. Cet homme a présenté des documents en règle. Ce que vous avez fait, c'est une violation de ses droits. Je demande à voir votre supérieur immédiatement. Claire capta chaque intervention, son flair de journaliste transformant l'incident en une histoire mondiale. Elle s'approcha d'une passagère, une étudiante nommée Emma, qui tenait une pancarte improvisée, « Justice pour Jean, pourquoi êtes-vous ici ?» demanda Claire, son micro tendu. Emma, les yeux brillants, répondit. Cet homme mérite le respect, pas des menottes. Ce n'est pas juste. Les vidéos se propageaient à une vitesse fulgurante, et le hashtag # Justice pour Jean grimpait dans les tendances mondiales, relayé par des internautes aux États-Unis, en France, et au-delà. À Paris, des étudiants de la Sorbonne, apprenant l'incident via les réseaux sociaux, organisèrent un sit-in symbolique devant l'ambassade américaine, brandissant des pancartes citant Voltaire, « La justice est l'âme de la société ». À Atlanta, une manifestation spontanée éclata devant le terminal, menée par des étudiants locaux et des voyageurs indignés. Une banderole, peinte à la hâte, proclamait « Respectez l'honneur, pas les préjugés ». Jean, libéré des menottes, refusa de céder à la colère qui bouillonnait en lui. Il ramassa sa mallette, vérifiant qu'elle était intacte, et s'adressa aux officiers d'une voix posée, « Messieurs, je comprends que vous pensiez faire votre travail, mais vous avez fait erreur. Ce n'est pas trop tard pour rectifier. Appelez mon supérieur, et nous pourrons avancer. » Meslois et Martin, acculés par la foule et les caméras, appelèrent enfin leur chef, un certain capitaine Reynolds, qui arriva en hâte, l'air embarrassé. « Boss, qu'est-ce que c'est que ce chaos ?» demanda-t-il. Sophie, sans lui laisser le temps de s'expliquer,
résuma la situation. Vos hommes ont arrêté un agent fédéral sans raison valable, ignorant ses documents officiels. Cet incident sera signalé aux autorités fédérales. Louis, réalisant l'ampleur de leur erreur, murmura. On ne savait pas. Mais Sophie, implacable, répondit. Vous ne vouliez pas savoir. Il vous a donné toutes les preuves nécessaires. Vous avez choisi de les ignorer. Claire, toujours en train de filmer, capta cet échange, son article pour Le Figaro prenant forme dans son esprit. Un Français humilié à Atlanta, l'histoire d'une injustice. La foule, encouragée par l'intervention de Sophie, scanda le nom de Jean, et un adolescent posta une vidéo sur TikTok avec la légende. Un héros menotté sans raison. Le monde doit savoir. Jean, au centre de l'attention, sentit le poids de l'humiliation, mais aussi une détermination nouvelle. Il pensa à sa famille, Isabelle, sa femme, qu'il avait toujours soutenue, et leurs enfants, Élise et Lucas, qui croyaient en lui comme en un héros. Il pensa à son serment, prêté 25 ans plus tôt, de servir la justice, même face à l'adversité. Ce soir-là, il décida que cette épreuve ne le briserait pas. Elle deviendrait une opportunité de changement. Le lendemain matin, Jean organisa une conférence de presse au bureau du FBI à Atlanta. Vêtu de son uniforme officiel, orné de médailles et de rubans témoignant de ses 25 ans de service, il se tenait devant une salle bondée de journalistes, de collègues et de soutiens. Claire, invitée à couvrir l'événement, était au premier rang, son carnet rempli de notes. Jean prit la parole, sa voix claire et assurée, empreinte de l'éloquence française qu'il avait perfectionnée à la Sorbonne. « Je ne suis pas ici en tant que victime », commença-t-il. « Je suis ici pour demander une meilleure formation pour les forces de l'ordre, des protocoles clairs pour vérifier les identités, et une lutte contre les préjugés qui aveuglent le jugement. Ce qui m'est arrivé ne doit plus jamais se reproduire, ni pour un agent fédéral, ni pour aucun citoyen. » La salle, captivée, éclata en applaudissements. Claire tweeta en direct. Jean Lefebvre incarne la dignité française face à l'injustice. Un discours puissant. Justice pour Jean. Marie Lambert, l'avocate, s'approcha de Jean après la conférence, proposant de poursuivre l'aéroport pour atteinte à ses droits. Vous avez un dossier solide, dit-elle. Mais Jean, fidèle à ses valeurs, déclina. La justice ne se gagne pas dans un tribunal, Marie. Elle se construit par l'éducation et le changement. Antoine Berger, l'ancien militaire, posta un message sur LinkedIn. Jean Lefebvre est un modèle pour tous les agents et soldats. Son calme face à l'injustice est une leçon de vie. À l'extérieur du bureau du FBI, une foule de manifestants, brandissant des pancartes inspirées de la littérature française, scandait son nom. Une banderole citait Victor Hugo, « La justice est un pain que l'on partage ». Jean, ému par ce soutien, sentit une responsabilité nouvelle peser sur ses épaules. Il rencontra des représentants de la Transportation Security Administration, TSA, pour discuter de réformes urgentes. Nous devons établir des protocoles clairs, insista-t-il. Vérifier les identités via les bases fédérales avant toute action. Cela évitera des erreurs comme celle-ci. Comment si en Montpellier, Dieu se passe. Louis Dupont, suspendu de ses fonctions en attendant une enquête, demanda à participer à une formation sur les préjugés inconscients. Je veux réparer mon erreur, dit-il, la voix brisée. Jean, avec une générosité qui surprit même Sophie, acquiesça. Tout le monde mérite une chance de s'améliorer, Louis. Apprenez de ceci, et faites mieux. Martin, plus réticent, resta silencieux, mais Jean sentit qu'il n'était pas encore prêt à affronter ses propres fautes. Claire publia un article dans Le Monde, intitulé « L'honneur d'un agent français à Atlanta ». L'article, traduit en anglais, fut repris par des médias américains, amplifiant l'histoire de Jean. En France, des débats télévisés s'interrogeaient sur le respect des professionnels et les préjugés dans les forces de l'ordre.
À Lyon, la ville natale de Jean, une association locale organisa une collecte de fonds pour soutenir ses initiatives de réforme, envoyant un message « Lyon est fier de son fils ». À Atlanta, les manifestations devant l'aéroport s'apaisèrent, mais le hashtag « Justice pour Jean » continuait de résonner, porté par des voix du monde entier. Jean, assis dans son bureau du FBI, relut d'un message d'Isabelle. « Je suis tellement fier de toi. Tu transformes cette douleur en espoir. » Élise, sa fille de 17 ans, lui montra un dessin qu'elle avait réalisé, un portrait de son père, badge du FBI à la main, entouré des mots « honneur » et « justice ». Lucas, son fils, ajouta « Papa, tout le monde à l'école parle de toi. Ils disent que tu es un héros. » Jean sourit, ému, mais déterminé. Cette épreuve, aussi douloureuse soit-elle, avait révélé une vérité, la dignité, lorsqu'elle est défendue avec courage, peut changer le monde. Il savait que son combat ne faisait que commencer, et qu'il porterait cette mission avec la même élégance qu'il avait apprise dans les ruelles de Lyon, où l'on lui avait enseigné qu'un homme véritable se mesure à sa capacité à transformer l'injustice en progrès. À Paris, dans une salle comble de l'École nationale supérieure de la police, Jean Lefebvre se tenait face à une mère d'uniforme, son regard calme mais déterminé. Invité à partager son histoire, il portait en lui l'honneur d'un Français qui avait transformé une humiliation publique à l'aéroport d'Atlanta en un mouvement pour la justice. Son message de dignité et de réforme, forgé dans l'épreuve, traversait désormais l'Atlantique, inspirant des officiers français à repenser leur propre approche du respect et de l'équité. Mais à Atlanta, l'héritage de Jean prenait racine, transformant d'une douleur personnelle en un legs durable pour des générations d'agents fédéraux et de citoyens. Fidèle à l'élégance lyonnaise qu'il avait façonnée, Jean ne cherchait pas la gloire, mais le progrès, prouvant que l'honneur, à la française, triomphe toujours des préjugés et de l'ignorance. L'invitation à Paris était survenue comme un écho de son impact croissant. Le directeur de l'école, un homme aux tempes grises nommé Philippe Moreau, avait accueilli Jean avec une poignée de main chaleureuse. « Votre histoire est une leçon universelle, dit-il. Elle montre comment la dignité peut répondre à l'injustice. » Jean, humble comme toujours, répondit avec un sourire discret, « Ce n'est pas ma victoire, monsieur. C'est celle de tous ceux qui croient en la justice. » Devant un auditoire de jeunes officiers, Jean raconta son épreuve avec une éloquence digne des grands orateurs français. À Atlanta, j'ai été menotté sans raison, malgré mon badge du FBI et mes 25 ans de service. Mais ce n'est pas l'humiliation qui définit un homme. C'est sa réponse. Il marqua une pause, son regard balayant la salle. J'ai choisi de transformer cette douleur en un appel à la réforme, non par colère, mais par devoir. Les officiers, captivés, prirent des notes, et certains échangèrent des regards admiratifs. Une jeune lieutenante, Camille Laurent, leva la main. « Monsieur Lefebvre, comment rester digne face à une telle injustice ?» Jean sourit, pensant aux leçons de son enfance à Lyon. On se souvient pourquoi on sert. Ce n'est pas pour la reconnaissance, mais pour protéger et améliorer. La dignité, c'est de rester fidèle à ses valeurs, même quand le monde vous traite mal. B. Le discours, diffusé en direct sur les réseaux sociaux, toucha des milliers de Français, rappelant l'idéal de liberté, égalité, fraternité. À Lyon, sa ville natale, des habitants organisèrent une projection publique de l'événement dans un café de la place des Terreaux, applaudissant leur « fils » avec fierté. De retour à Atlanta, l'héritage de Jean se concrétisait à travers les « protocoles Lefebvre », un ensemble de directives adoptées dans tous les grands aéroports américains. Ces règles, élaborées avec la Transportation Security Administration (TSA), obligeaient que les agents à vérifier les identités via des bases de données fédérales avant toute intervention. Plus aucun agent fédéral ne subira ce que j'ai vécu, avait déclaré Jean lors d'une réunion avec la TSA. Pour garantir leur adoption, il avait collaboré à la création de modules de formation en ligne, accessibles à des milliers d'agents de sécurité à travers le pays. Lors d'une session à Chicago, il s'adressa à une salle pleine, « Une erreur peut être évitée si nous agissons avec rigueur et respect. » Louis Dupont, l'un des officiers responsables de son arrestation, avait rejoint ces formations après sa suspension. Transformé par la honte de son erreur,
il prit la parole lors d'une session à Denver. J'ai ignoré un homme innocent, admit-il, la voix tremblante. Jean Lefebvre m'a montré son badge, et j'ai choisi de ne pas le croire. Ne répétez pas ma faute. Les agents, impressionnés par son honnêteté, applaudirent, et Jean, présent dans la salle, lui serra la main. Vous faites le bon choix, Louis. Continuez. Martin Leclerc, le second officier, mit plus de temps à accepter sa responsabilité. Après une suspension de 2 mois, il écrivit une lettre à Jean. J'ai compris que mes préjugés m'ont aveuglé. Merci de m'avoir donné une chance de m'améliorer. Jean répondit par un mot bref mais sincère. L'apprentissage et c'est le premier pas vers le changement. Persévérer. Cette générosité, rare dans un monde prompt à la vengeance, reflétait l'éducation française de Jean, où l'on valorise la rédemption autant que la justice. À Atlanta, Jean initia un changement encore plus profond au sein du FBI. Inspiré par les jeunes agents qu'il avait formés, il proposa le programme de mentorat Lefebvre, un système jumelant des agents expérimentés avec des recrues. Les jeunes ont besoin de modèles, pas seulement de règles, expliqua-t-il à la directrice du FBI, Madame Patricia Arnaud. Le programme, lancé lors d'une cérémonie à Washington, compta plus de 200 binômes en un an. Julien Moreau, un jeune agent de Miami, fut l'un des premiers à bénéficier de l'accompagnement de Jean. Vous m'avez appris à rester calme sous pression, dit-il lors d'un dîner à Atlanta. Jean, souriant, répondit. La mission passe avant l'ego, Julien. Souviens-t'en. Élise Lefebvre, la fille de Jean, âgée de 17 ans, joua un rôle clé dans l'héritage de son père. Son essai, Mon père, un héros de la vérité, écrit pour un concours national, remporta le premier prix. Publié dans The Atlantic, il racontait comment Jean avait transformé une humiliation en progrès. Mon père m'a appris que la justice se gagne par l'honneur, pas par la colère, écrivait-elle. Le prix, une bourse de $10 000, servit à créer le fonds de bourse d'études Lefebvre, destiné à financer les études des enfants d'agents fédéraux. Lors de la cérémonie de lancement, Élise prit la parole. Ce fonds est notre façon de rendre ce que nous avons reçu. Merci, papa. Jean, au premier rang, essuya une larme discrète, ému par la maturité de sa fille. Lucas, son fils jumeau, ajouta avec humour. Papa, tu es officiellement un héros national maintenant. La famille Lefebvre, unie par un amour profond, incarnait les valeurs de solidarité et de résilience chères à la culture française. 1 an après l'incident, Jean fut promu directeur adjoint du FBI à Atlanta. La cérémonie, organisée dans un bâtiment fédéral orné de drapeaux, réunissait des centaines d'agents, de dignitaires et de proches. Patricia Arnaud, venue de Washington, remit personnellement la distinction. Jean Lefebvre a transformé l'adversité en progrès, déclara-t-elle. Il est un leader non par ses titres, mais par ses actions. Au premier rang, Louis Dupont et Martin Leclerc, invités par Jean, applaudirent avec émotion. Leur présence symbolisait le pardon et la rédemption, des valeurs que Jean chérissait. Dans son discours d'acceptation, il leur rendit hommage. Il y a 1 an, ces hommes ont commis une erreur. Mais ils ont choisi d'apprendre et de devenir partie intégrante de la solution. C'est cela, le vrai leadership. Louis, les yeux humides, murmura à Martin. Cet homme est plus grand que nous ne le serons jamais. Jean poursuivit, sa voix empreinte d'une gravité solennelle. La dignité triomphe toujours. Nous gagnons non en étant amers, mais en étant meilleurs. Isabelle, sa femme, Élise, et Lucas, assis dans le public, applaudirent avec fierté, leurs visages rayonnants. À l'extérieur, une foule de soutien brandissait des pancartes. Merci, Jean. Claire Dubois, désormais une amie proche, couvrit l'événement pour Le Figaro. Son second article, Jean Lefebvre, le Français qui a changé l'Amérique, devint viral, traduit en 6 langues. En France, des écoles utilisèrent l'histoire de Jean comme étude de cas sur la gestion des conflits, et à Lyon,
une rue fut symboliquement rebaptisée « Allée Jean Lefebvre » lors d'une cérémonie locale. Jean, toujours modeste, déclina l'honneur. « Ce n'est pas pour moi. C'est pour la justice. » Quelques mois plus tard, Jean s'adressa à une promotion de recrues à l'académie du FBI à Quantico. Debout face à 50 jeunes agents, il partagea son expérience avec une honnêteté brute. « Bienvenue au FBI », commença-t-il. « Vous êtes ici pour faire la différence, mais votre véritable épreuve ne viendra pas dans une salle de classe ou sur un stand de tir. Elle viendra quand quelqu'un vous traitera injustement, quand on remettra en question votre droit d'être ici. » Les recrues, issues de tous horizons, écoutaient en silence, conscientes de l'importance de ces paroles. Une agente, Sarah Kim, qui avait travaillé avec Jean à Miami, leva la main. Comment rester professionnel face au manque de respect? Jean répondit, sa voix douce mais ferme. Vous vous souvenez pourquoi vous êtes ici? Vous servez une mission plus grande que votre ego. La dignité l'emporte toujours. Un autre agent, Carlos Martinez, demanda, regrettez-vous votre réaction à l'aéroport? Jean secoua la tête. Non. J'ai suivi le protocole. J'ai traité ces officiers avec respect, même s'ils ne le méritaient pas. C'est ce que nous sommes, des agents fédéraux, des gardiens de l'honneur. Les recrues applaudirent, inspirés par un homme dont l'histoire était devenue une légende au sein du bureau. L'incident d'Atlanta, autrefois une source de douleur, était désormais enseigné dans les 56 académies du FBI comme un exemple de professionnalisme sous pression. Les instructeurs disaient aux recrues, Jean Lefebvre nous a montré que le caractère se révèle quand on vous traite mal. À Paris, l'école des sciences politiques invita Jean à donner une conférence sur le leadership. Le vrai leadership, expliqua-t-il aux étudiants, réside dans la manière dont vous réagissez face au mépris. La conférence, enregistrée, atteignit des millions de vues en ligne, et des universités françaises intégrèrent son histoire à leurs cours sur l'éthique. À Atlanta, Jean continua de travailler avec la TSA. Lors d'une formation à Los Angeles, il rencontra une agente, Maria Santos, qui lui confia « Votre histoire m'a inspiré à rejoindre la sécurité aéroportuaire. Je veux faire partie du changement. » Jean, touché, répondit. « Vous êtes l'avenir, Maria. Faites-le avec honneur. » Derek Williams, un collègue de Louis, devint un formateur actif, partageant l'histoire de Jean dans les aéroports du sud-est des États-Unis. « J'ai vu un homme innocent humilié, dit-il à Savannah. Ne laissez pas vos préjugés obscurcir votre jugement. » Martin Leclerc, après avoir suivi une formation sur les préjugés, rejoignit un autre service de police. Dans une lettre à Jean, il écrivit « Je travaillais chaque jour pour être l'officier que j'aurais dû être ce soir-là. » Jean, en lisant ces mots, sourit, convaincu que le changement était possible. 6 mois après sa promotion, Jean reçut une lettre qui le bouleversa. Une jeune agente du FBI à Détroit, Maria Rodriguez, écrivait « Votre dignité m'a inspiré à persévérer malgré les doutes sur mes capacités. Merci. » D'autres lettres suivirent, de jeunes agents issus de minorités, tous reconnaissants pour l'exemple de Jean. « Votre conférence de presse m'a convaincu de postuler au FBI, écrivit Kevin Park, un agent de Seattle. Jean montra ses lettres à Isabelle, qui les lut avec émotion. « Tu changes des vies, Jean. » Le fonds de bourse d'études, Lefebvre grandit, finançant les études de dizaines d'enfants d'agents. Élise, désormais étudiante à Emory, organisa un gala pour collecter des fonds, invitant des collègues de son père. Lucas, passionné de journalisme, lança un blog sur l'histoire de Jean, intitulé « L'honneur en action ». À Quantico, Jean conclut son discours aux recrues par une phrase qui resta gravée. « Votre caractère se définit non par ce que vous endurez, mais par ce que vous construisez. » En quittant la salle, il reçut une standing ovation, et Sarah Kim murmura « Cet homme c'est notre boussole. » Dans son bureau à Atlanta, orné de médailles et de photos de famille, Jean regardait par la fenêtre, l'aéroport visible et au loin. Ce lieu de douleur était devenu un symbole de progrès. Il sourit,
pensant aux ruelles de Lyon, où il avait appris que les pires moments créent que les meilleures opportunités. Son héritage, ancré dans la dignité et l'honneur, vivrait dans chaque agent qu'il inspirait, chaque protocole qu'il avait forgé, et chaque cœur qu'il avait touché. L'histoire de Jean Lefebvre, un agent du FBI humilié à l'aéroport d'Atlanta mais qui a transformé cette injustice en un mouvement pour la réforme, est une source d'inspiration profonde, empreinte de valeurs chères à la culture française, la dignité, l'honneur et la résilience. En tant que Français, nous sommes élevés avec l'idée que la justice et que la droiture sont des piliers de la vie, des idéaux hérités de figures comme Voltaire ou Hugo, qui prônaient à la lutte contre l'injustice avec calme et détermination. L'épreuve de Jean, bien que douloureuse, incarne ces principes et offre des leçons précieuses que nous pouvons appliquer dans notre quotidien. Tout d'abord, la dignité de Jean face à l'humiliation est un modèle de maîtrise de soi. Lorsqu'il fut menotté sans raison, malgré son badge et ses 25 ans de service, il n'a pas cédé à la colère. Cette retenue reflète une valeur française fondamentale, rester maître de ses émotions, même dans l'adversité. Dans nos vies, nous faisons tous face à des moments où nous sommes mal compris ou injustement jugés, au travail, dans nos relations, ou même dans des interactions quotidiennes. La réaction de Jean nous enseigne qu'au lieu de répondre par la fureur, nous pouvons choisir la dignité. Par exemple, face à une critique injuste d'un collègue ou à un malentendu avec un proche, garder son calme et répondre avec des faits et du respect, comme Jean l'a fait, peut désamorcer les conflits et préserver notre intégrité. Cette approche, ancrée dans la politesse et la raison, est une force que nous pouvons cultiver. Ensuite, l'histoire de Jean illustre le pouvoir de transformer l'adversité en progrès. Au lieu de chercher la vengeance, il a utilisé son expérience pour promouvoir des réformes, comme les protocoles Lefebvre et le programme de mentorat. Cette démarche résonne avec la philosophie française de l'engagement civique, où l'individu contribue au bien commun, même après avoir souffert. Dans nos propres vies, nous pouvons appliquer cette leçon en transformant les échecs ou les injustices en opportunités. Par exemple, une expérience professionnelle difficile peut nous pousser à améliorer nos compétences ou à aider d'autres à éviter les mêmes erreurs. Cette capacité à tirer du positif du négatif est un moteur de croissance personnelle et collective, un principe cher à la culture française qui valorise l'effort pour un monde plus juste. Enfin, la générosité de Jean envers Louise et Martin, les officiers qui l'ont maltraité, est une leçon d'humanité. En France, nous chérissons l'idée de rédemption, l'idée que chacun mérite une chance de s'améliorer. Jean n'a pas cherché à détruire leur carrière, mais à les guider vers une prise de conscience. Cette attitude nous rappelle que, dans nos interactions, offrir une seconde chance, à un ami qui nous a déçus ou à un collègue qui a mal agi, peut créer des ponts plutôt que des murs. Cela demande du courage et de l'empathie, mais c'est une voie vers des relations plus harmonieuses. En conclusion, l'histoire de Jean Lefebvre nous enseigne que la dignité, la résilience et la générosité sont des armes puissantes contre l'injustice. Ces valeurs, profondément françaises, nous incitent à répondre aux défis avec calme, à transformer les épreuves en progrès, et à tendre la main même à ceux qui nous ont fait du tort. Appliquons ces leçons dans nos vies. Restons droits face au jugement, utilisons nos expériences pour grandir, et offrons aux autres la chance de changer. Ainsi, comme Jean, nous pouvons laisser un héritage d'honneur et de justice. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos vidéos inspirantes. Laissez un commentaire ci-dessous pour nous dire ce que vous en pensez et partagez vos propres expériences de résilience. Ensemble, faisons résonner le message de Jean Lefebvre, la dignité triomphe toujours. Merci de votre soutien.